Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce dernier webinaire du cycle Construction durable. Nous avions dans les 3 numéros précédents parlé des entrepreneurs actifs autour des matériaux de réemploi et des projets les plus environnementalement neutres. C'est pas facile à dire. Alors, au mois de novembre, nous avions parlé des nouvelles technologies qui soutiennent ces développements favorables à la construction durable. Aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur les initiatives des pouvoirs publics pour encourager les acteurs du secteur dans cette transition. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un plateau 100% féminin. Aujourd'hui, je suis très bien entouré. Tout d'abord, Tara McCarthy, éco-conseillère responsable projet rénovation au sein du pôle de compétitivité Greenwin, le pôle wallon référence en matière de construction, de rénovation dans le cadre de l'économie circulaire et de la neutralité carbone. Petite précision, donc Greenwin, c'est une SBL privée formée par les fédérations et les industriels et qui est soutenue par la région wallonne. À côté d'elle, Magali Deprost, gestionnaire de projets en construction durable au sein de la direction développement durable du service public de Wallonie. Vous participez entre autres à la coordination de l'ACER, l'agence climat, emploi, rénovation. Et enfin, Virginie Stevenard, qui est directrice formation et compétences au Forem. Pour rappel, ce webinaire est donc le 4e et dernier d'un cycle que nous avons débuté en septembre dernier. Le temps passe vite, décidément. L'objectif est d'offrir aux professionnels et aux futurs professionnels du secteur de la construction une première approche structurée de la question du développement durable, de l'économie circulaire et une vue globale des évolutions que connaît et que connaîtra le secteur au regard des enjeux environnementaux. Ces 4 webinaires sont revisionnables à souhait sur la chaîne YouTube du Forum. Et puis, comme pour les 3 premiers, si vous avez la chance de nous regarder en direct, en live, n'hésitez pas à lever le pouce, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat en fin d'émission. Mes collègues me transféreront les questions pour que je puisse les soumettre à nos 3 invités. Pour cette dernière émission, nous souhaitons donc vous présenter quelques initiatives phares et ce qu'elles peuvent apporter aux entrepreneurs et aux travailleurs du secteur de la construction. Nous parlerons aussi, et peut-être c'est très important pour clôturer ce cycle, emploi et formation. Trêve de blabla et entrons concrètement dans le vif du sujet, dans le sujet du jour. Madame McCarthy, pouvez-vous nous présenter 2 projets récents qui répondent aux attentes en matière de développement durable dans le secteur de la construction? Oui, bien sûr. D'abord, merci pour l'invitation. Pour le pôle, c'est vraiment important aussi de pouvoir partager des informations, comme vous le dites, pour notamment les transformations et les nouvelles habitudes de travail et les formations donc, qui vont s'en suivre. J'ai dû choisir, donc j'ai choisi 2 projets, il y en a beaucoup d'autres. Donc le premier, c'est le projet Rénoplus, donc je pense que vous voyez un slide à l'écran. Un projet qui a été soutenu par la région wallonne à 100% et qui a été porté par 3 grands acteurs, on va dire, du secteur, donc le pôle, mais surtout aussi le Centre scientifique et technique de la construction, qui s'appelle maintenant Buildwise, et la Confédération de la construction wallonne, qui porte maintenant le nom de MBuild. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment de s'ancrer dans l'accélération de la rénovation, du logement privé ici, dans le cadre de ce projet, puisqu'on sait, justement, la rénovation, je pense que c'est vraiment un enjeu qui permet de cocher, si on veut, toutes les cases du développement durable, puisque dans le projet, on a voulu développer une série d'outils, surtout les tester sur le terrain, aussi bien pour les entrepreneurs qui accompagnent les gens qui veulent rénover, et on sait bien que la trajectoire entre l'idée et le projet, la gestion des primes, etc. est très compliquée. Donc on a voulu développer des outils pour les entrepreneurs, pour les auditeurs, pour les plateformes locales, mais aussi évidemment pour les citoyens. Donc on s'est basé notamment sur du digital. Donc on sait qu'il y a une série de personnes qui ne vont pas forcément être à l'aise, mais ça permet d'adresser en tout cas une partie du marché de la rénovation. Et il y a beaucoup d'outils qui sont ce qu'on appelle open source. C'était le but, évidemment. C'était un projet en collaboration, on peut le dire, avec la région. Et donc, j'invite vraiment les personnes qui s'intéressent à la rénovation, donc évidemment pour des raisons énergétiques, mais aussi de confort,
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et la logique aussi, c'est d'essayer de réduire les coûts, tout en garantissant un coût juste, on va dire, pour les entrepreneurs, etc. Donc on coche plein de volets, je vais dire, du développement durable dans ce projet. Est-ce qu'on peut déjà mesurer des impacts ou il y a déjà des résultats concrets? Oui, donc le but de ce projet, qui était vraiment une recherche, c'était de mettre au point des outils à diffuser après beaucoup plus largement. Et donc, eh bien, on est arrivé donc, à fournir une série d'outils comme la simulation pour un candidat à la rénovation, comme on dit, qui puisse assez vite avoir une idée des priorités de travaux, du coût estimatif, l'activation des primes. Bon, ça évidemment, on verra dans quelle mesure il faudra l'adapter ou pas, mais aussi le calcul de l'augmentation de la valeur du bien après rénovation. Donc ça, au niveau immobilier, c'est intéressant aussi. On a fait des checklists qualité aussi, donc ça, on sait que les entrepreneurs les utilisent et sont vraiment très heureux aussi d'avoir cet outil d'aide sur le terrain pour les gars sur les chantiers, comme on dit. Voilà. On parle vraiment ici d'un projet de massification. Oui. Oui, oui. Donc, on sait qu'on doit, si on veut atteindre les objectifs fixés au niveau réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, on doit accélérer drastiquement le rythme. On parle de minimum x3, mais chaque année qui passe, en fait, c'est d'autant plus multiplicateur, je dirais. Et donc ici, la massification, elle se fait via une optique de train, comme on l'appelle. Donc, c'est-à-dire que plutôt d'accompagner chaque personne une à une dans sa trajectoire, c'est vraiment d'avoir des logiques de regroupement de personnes. On a pris l'image du train. Et ce n'est pas seulement une image, puisqu'au niveau européen, mais aussi régional wallon, c'est une approche qui veut vraiment être développée, qui permet de faire des économies d'échelle et de mutualiser aussi, du coup, des outils pour que vraiment les entrepreneurs se concentrent sur leur valeur ajoutée, en fait, et qu'ils perdent moins de temps à faire des devis, etc. Ça peut être fait de manière relativement standardisable. Donc ça, c'est Renault+. Alors, ouais. Avant de parler du deuxième projet, oui. Juste petite communication pour notre réalisation. On n'a plus le retour des slides et donc c'est difficile effectivement de pouvoir correspondre à l'image. Mais donc le deuxième projet, c'est Live Giga Regio Factory. C'est un projet européen. C'est ça. Donc il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de financement quand même au niveau européen pour accompagner la recherche, des démonstrations, etc. au niveau construction durable, rénovation énergétique, mais pas que. Donc j'en ai choisi un ici pour illustrer justement qu'il y a aussi cette dimension européenne. La différence avec Renault+, c'est qu'ici on veut s'adresser au logement social. Donc on est dans une même logique de massification, mais dans ce qu'on appelle alors l'industrialisation de la rénovation. Donc c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout en usine, c'est un raccourci un peu malheureux. Par contre, l'industrialisation évoque le fait de collaborer beaucoup plus tous ensemble au début d'un projet. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, pour les futurs travailleurs, je dirais, ils peuvent s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de demandes de collaboration entre l'architecte, l'entrepreneur, au début du projet, au moment où le projet est conçu. Ce qui permet d'aller intégrer aussi beaucoup plus de notions d'économie circulaire, de travail avec des matériaux de réemploi. Mais pour en revenir ici au projet européen, on veut en fait développer des outils à l'attention des sociétés de logement. En Wallonie, on a 62, pour qu'elles puissent rapidement identifier quel bâtiment dans leur parc de bâtiments est susceptible d'être rénové justement avec une approche industrialisée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent savoir, voilà, sur tel quartier, on va peut-être avoir, je sais pas moi, 50 maisons qui sont construites plus ou moins de la même manière et qui datent de la même époque. Et donc là, on peut venir avec des solutions qui sortent alors effectivement d'usines. Donc on parle de cloisons 2 dimensions et donc ça permet par exemple de réemballer un bâtiment par l'extérieur, de refaire la toiture en apposant en fait toute une série de modules, de compartiments pour arriver à une performance énergétique très élevée et qui peut être garantie. Sur une économie d'échelle. Alors voilà, l'économie d'échelle, alors ça c'est quelque chose pour les industriels qui produisent ces éléments. Ce qui est vraiment nécessaire aussi, c'est qu'ils aient une idée assez claire des commandes qui vont leur arriver, parce que ça demande pas mal d'investissement en équipement, etc. Et donc ce projet-là, il a aussi cette vocation-là, en fait, c'est de créer un peu un marché
en Belgique. Donc là, nous, on est partenaire wallon, mais on travaille aussi avec des partenaires, d'autres partenaires belges. Et ici, on peut bénéficier de l'expérience d'autres pays, comme l'Allemagne, la France et l'Italie, qui sont les autres pays partenaires. Et donc, de nouveau, on est sur une logique évidemment d'amélioration du confort aussi, parce que rénovation énergétique, c'est souvent une amélioration du confort, de la santé, par une meilleure gestion de la qualité de l'air à l'intérieur, réduction des coûts et évidemment réduction du CO2. Donc, quelle est la grande différence par rapport au projet Renault Plus qu'on évoquait il y a quelques minutes? Donc la grande différence déjà, c'est que ce n'est pas la même cible, puisque Renault Plus, c'est le logement privé et le projet Live, c'est le logement social. Et donc dans le projet Live, il y a vraiment une grosse dimension, je vais dire, sociale et aussi économique. Puisqu'il y a cette notion de marché et de créer beaucoup plus de liens entre la demande et l'offre. Et voilà, c'est une des principales différences. Merci. Magali Deprost, ces deux projets illustrent parfaitement et concrètement finalement les initiatives d'acteurs wallons pour structurer la transition écologique dans le secteur de la construction, le tout avec le soutien financier des pouvoirs publics. Est-ce qu'on ne risque pas de voir une multiplication des projets indépendants les uns des autres et puis ça risque d'être un peu la jungle? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de structurer tout cela? On essaye que ça ne soit pas la jungle, justement. Donc, en tout cas, sur la question de la rénovation énergétique en particulier, la Wallonie s'est dotée de l'Alliance Climat, Emploi, Rénovation, donc l'ACER que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc l'objectif de cette alliance, c'est au regard des objectifs qui sont ceux de la Wallonie et du challenge énorme que ça représente et de la complexité de ce que représente la rénovation énergétique pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, c'est finalement de les fédérer et de pouvoir les faire travailler ensemble pour pouvoir identifier les freins à la rénovation, mais aussi d'activer en fait des actions, mais de manière collective, disons. Donc, on est de plus en plus dans une vision écosystémique et je pense que Tara l'a évoqué aussi, c'est très exemplatif à la fois dans Renault+, mais aussi dans le projet Live qu'elle a évoqué. C'est cette approche écosystémique et partenariale entre les acteurs. Et donc, l'Alliance, c'est vraiment ça, c'est une dynamique partenariale entre tous les acteurs de la chaîne de valeur de la rénovation énergétique en Wallonie pour faire avancer la rénovation de la manière la plus efficace possible. Et donc, il y a aussi une question d'efficacité des moyens, c'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, on a eu l'avantage évidemment du plan de relance qui a donné une énorme bouffée d'oxygène en termes de moyens budgétaires. On sait que les prochaines années seront beaucoup plus compliquées de ce point de vue-là. Et donc, je pense qu'il faut avancer avec beaucoup plus d'efficacité. Et donc, pour être plus efficace, il faut éviter qu'il y ait évidemment des chevauchements entre les projets. Et donc, le fait d'être dans cette alliance avec l'ensemble des acteurs, ça évite déjà qu'il y ait des doublons entre les projets et qu'on puisse se mettre ensemble pour faire avancer les choses de manière beaucoup plus large et de la manière la plus efficace possible pour viser, en effet, plus de massification. Alors, concrètement, quelles sont aujourd'hui les réalisations de la région wallonne et leur input sur les entreprises? Alors, au niveau de l'Alliance, je ne sais pas, je suis un peu perdue parce que j'ai pas mes slides. Je voulais juste peut-être revenir. OK, sur la télécommande. En fait, on n'a pas les slides, donc c'est difficile de pouvoir expliquer. Mais donc, il y avait différents outils qui sont déjà mis en place. Voilà, donc il y a l'Alliance qui est vraiment cette dynamique partenariale et ensuite on a différents outils qui sont mis en œuvre par la région qui permettent vraiment de soutenir l'ensemble du secteur. Et là, je ne parle pas uniquement de la rénovation, mais l'ensemble du secteur de la construction. Et donc dans ces outils-là, je suis très très perturbée parce que je n'ai pas mes supports sous les yeux. Alors, je vais vous aider. Il y avait par exemple l'outil GROW. Voilà, mais donc il y a différents. Enfin, en tout cas, moi je travaille à la direction du développement durable et donc ici je vais revenir sur les outils qui sont plus en lien avec la durabilité. Donc il y a évidemment l'outil GROW qui est un référentiel de durabilité des bâtiments qui est vraiment une vision holistique de la durabilité des bâtiments. Ensuite, il y a l'outil Totem qui est vraiment un outil qui permet d'évaluer l'impact environnemental des bâtiments, donc c'est-à-dire de sortir un peu de la logique de
PEB, c'est-à-dire de se faire le focus uniquement sur l'énergie des bâtiments, mais quand on réisole les bâtiments, il faut aussi se tracasser de l'énergie grise de ces matériaux et de manière plus large de leurs impacts environnementaux. Et en fait, au plus on demande un effort énergétique important, au plus il y a un apport de matière important. Et donc ces matières prennent vraiment une place considérable en fait, dans le bilan environnemental des bâtiments. Et donc cet outil Totem, qui existe depuis 2018, vise vraiment à rééquilibrer quelque part l'énergie de consommation avec les impacts environnementaux des matériaux. Donc ça, c'est spécifiquement sur des bâtiments. Ensuite, on a des outils qui adressent plus spécifiquement les marchés publics, notamment l'échelle de performance CO2, qui est un outil qu'on peut utiliser dans les marchés de travaux et qui permet de récompenser quelque part. Ah voilà, je retrouve mes supports, magnifique. Donc évidemment, Gros et Totem sont reliés à la PEB, mais vont plus loin que la PEB. Et je pense que... Ah voilà. Et l'échelle de performance CO2, comme je disais, s'adresse spécifiquement aux entreprises de construction. Et donc, c'est une certification des entreprises et avec des niveaux d'engagement en termes de réduction carbone de toute la logistique du chantier qui permet en fait d'avoir des avantages au moment de l'analyse des offres pour les marchés de travaux. Donc ça vise spécifiquement les entreprises. Donc voilà le type d'outils que l'on met en place, que j'ai appelé ici écosystème des outils bâtiments bas carbone. Donc c'est vraiment différents outils, et ils ne sont pas tous là certainement, mais que soutient la région. Et petite mention aussi sur le fait que ces outils-là, en tout cas Gros, Totem et l'échelle de performance CO2, sont des outils qui sont portés par les 3 régions. Donc c'est aussi très fort par rapport au secteur qui demande toujours d'avoir aussi une coordination, une facilité fédérale, dans les outils. Et donc là, on a vraiment entendu ce message-là, et donc on avance à 3, et donc sur des outils qu'on peut appeler presque nationaux, même si les compétences sont régionales. Alors, de manière plus large, les marchés publics sont un levier très important. En Belgique et en Wallonie, on estime que les marchés publics représentent à peu près 10% du PEB, donc c'est majeur en termes d'impact. Et j'ai mes petits chiffres ici. Selon l'OCDE, en Belgique, c'est 87 milliards d'euros. Et donc à l'échelle wallonne, c'est à peu près 10% du PIB. Et dans ces 10%, j'ai demandé à mes collègues de l'Observatoire de la commande publique, ils évaluent, les chiffres diffèrent un petit peu, mais on a entre 53 et 58% de ces 10% qui sont en fait dédicacés à la construction. Donc c'est majeur, ça veut dire qu'on est quand même entre 5 et 6% du PIB qui sont dédiés à la construction. Donc si on arrive à activer ces moyens-là et d'avoir un niveau de durabilité qui soit maximum, vraiment une exemplarité au niveau des marchés publics, ça veut dire qu'on peut vraiment impulser quelque chose de nouveau dans le secteur et faire avancer la transition. Et donc au niveau des marchés publics, il y a le cahier de charge bâtiment qui est un peu la Bible, je vais dire, en termes de marché de travaux en particulier. Et donc, autour de ce CCTB, il y a notamment l'échelle de performance CO2, qui est encore en phase pilote en Wallonie, mais qui tend probablement à se développer dans les prochaines années. Et on espère que les entreprises vont embarquer, en fait, parce qu'elles doivent se certifier pour pouvoir rentrer dans le système. Et donc là, en Wallonie, on est encore un petit peu à la traîne. Et pas plus tard que la semaine passée, MBIT lançait vraiment un appel du pied aux entreprises pour qu'elles rentrent dans le système. Il y a un travail de sensibilisation. Tout à fait. Et alors, au niveau de ce que l'on traite au niveau de la direction du développement durable, et voilà, qui touche en fait vraiment les clauses durables dans les marchés, il y a notamment tout ce qui est clauses éthiques. Donc, c'est notamment des clauses pour lutter contre le dumping social, tant que faire se peut, en tout cas de baliser convenablement le dumping social. Les clauses sociales, donc là, il y a des balises qui sont données pour vraiment mettre à l'emploi en fait sur les chantiers, utiliser les chantiers publics pour pour permettre en fait à des apprenants de pratiquer très concrètement le terrain. Et alors des clauses environnementales et circulaires que l'on adresse aussi et qu'on essaie d'implémenter dans le CCTB. Donc voilà déjà un levier que l'on traite et qui peut vraiment avoir un effet très important. Alors dans ces outils-là, on est plutôt sur des outils volontaires, sauf les clauses sociales qui, elles, sont vraiment réglementées de manière assez forte. Et alors, au niveau de ce que les pouvoirs publics peuvent encourager de manière beaucoup plus large, il y a différentes catégories que l'on peut faire, donc indépendamment des outils. Il y a notamment l'aide aux entreprises ou à des initiatives via des appels à projets. Donc ça, ce sont des choses plus ponctuelles, mais par exemple, on en a fait sur les chantiers circulaires, on en a fait sur d'autres thématiques.
Ensuite, il y a les subventions, mais notamment Renoplus qui a bénéficié d'une subvention de la Wallonie. Donc ça, c'est une manière aussi pour la Wallonie d'encourager des initiatives et de soutenir des recherches-actions comme Renoplus et qui permettent vraiment, après, d'être reliés aux travaux et d'être repris dans l'écosystème, notamment par la serre, et de se dire, on teste sur le terrain, mais on peut faire remonter. Et donc, on a vraiment quelque chose qui fonctionne de manière très, très fluide. Et puis le dernier volet, après ce n'est pas exhaustif, mais qu'ici je voulais mentionner, c'est tout ce qui est chèque. Donc ce sont vraiment des aides très directes aux entreprises qui sont disponibles à toutes les entreprises, moyennant certaines conditions en fonction du type d'aide. Et dans les chèques qui touchent particulièrement les entreprises à construction, il y a des chèques bas carbone par exemple, bilan carbone, et alors des chèques aussi sur économie circulaire. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des aides pour les entreprises qui veulent justement tester des choses, être beaucoup plus exemplaires dans leurs pratiques. Et sur le secteur de la construction, là, les entreprises qui sont plus visées, c'est par exemple les producteurs de matériaux. Donc voilà, je pense que quand on parle de rénovation énergétique, on a parlé de l'offre, de la demande, mais il y a aussi les matières en fait, que l'on va avoir besoin pour pouvoir rénover ces bâtiments. Et donc l'intention, c'est que s'il faut déployer des nouvelles filières en Wallonie, qu'elles soient les plus vertueuses possibles et qu'elles répondent évidemment à ces concepts de durabilité, d'économie circulaire, de réduction des impacts environnementaux, de matériaux de réemploi, etc., etc., etc. Voilà. Et puis dans les chèques, il y a aussi les chèques formation, on en parlera tout à l'heure avec Madame Thievinard. Madame McCarthy, une réaction par rapport à tous ces différents inputs? Oui, j'ai vraiment envie de souligner qu'on a quand même la chance d'être dans une région où il y a vraiment cette logique de partenariat, je veux dire public-privé, en tout cas dans ces sujets-là. Et la vue aussi sur des filières, de voir vraiment aussi ce développement plus durable, on va dire, à l'échelle de la construction en Wallonie. Et on a beaucoup parlé des bâtiments, mais il y a aussi tout ce qui est route, etc. Ça rentre aussi dans la construction. Et il y a aussi des belles opportunités pour l'économie circulaire en termes de réemploi de granulats et autres, et de matériaux en fait, qu'on va utiliser plutôt au niveau routier. Donc il y a toute une série de certifications qui se mettent en place aussi. Et donc nous, comme pôle de compétitivité, c'est vraiment quelque chose d'important dans notre travail. C'est d'accompagner la compétitivité des entreprises aussi en soutenant le déploiement de filières, notamment industrielles, mais pas que. Et donc ici, Magali le disait, il y a vraiment une opportunité en fait, pour la Wallonie, vu ses ressources, de pouvoir se positionner, si elle le veut, comme une des régions leaders en Europe, en fait, par rapport à la production de toute une série de matériaux qui vont être décarbonés, circulaires, etc. Et c'est du coup aussi une voie pour nous de collaboration avec d'autres instances, par exemple comme le Forum, l'IFAPME, mais aussi les universités, de renseigner aussi sur les besoins dont le marché a exprimé la nécessité, et de pouvoir accompagner aussi sur les métiers, soit des nouveaux métiers ou des anciens métiers à revaloriser aujourd'hui, notamment au niveau du bois. Il y a vraiment un grand besoin de savoir-faire pour pouvoir doter la Wallonie de nouveau d'une excellence en matière de bois, notamment dans la construction. C'est un exemple. Voilà. Merci. Alors, malheureusement, nous ne pouvons pas inviter tout le monde, puisque le temps est imparti et il est limité. Cependant, nous ne pouvions conclure cette première partie du webinaire sans accorder quelques instants au projet interrégional FCRBE, Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements. Ce projet ambitieux vise à augmenter de 50% la circulation des éléments de construction récupérables en Europe du Nord-Ouest d'ici 2032. Pendant 5 ans, 11 organisations, dont l'association bruxelloise Rotor, Enbuld, Buildwise, Bruxelles Environnement pour la Belgique, ainsi que des acteurs de France, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, du Luxembourg, ont collaboré sur des chantiers concrets. Leur objectif, faciliter l'adoption des pratiques de récupération et de réemploi des matériaux dans le secteur de la construction. Ces travaux ont abouti à une série de recommandations pratiques abondamment illustrées et chiffrées, ainsi qu'à des documents techniques sur les matériaux. Parmi ces outils,
figure une série de guides intitulés « Le réemploi en pratique de la déconstruction jusqu'à la remise en œuvre ». La collection complète couvre plusieurs métiers, entrepreneurs généraux, métiers du bois, entrepreneurs en finition, couvreurs, démolisseurs et entreprises spécialisées dans les travaux d'infrastructure. Chaque guide, dédié à un métier spécifique, répond aux questions clés que se posent les professionnels lorsqu'ils récupèrent et réemploient des matériaux sur leur chantier et les aide à se lancer dans cette démarche. Ces guides sont facilement accessibles, il suffit de taper dans votre moteur de recherche FCRBE Interreg, mais ne vous inquiétez pas, nos modérateurs indiqueront tous les liens nécessaires et utiles dans le chat pour que vous puissiez consulter ces guides et avoir tous les renseignements issus de ce projet novateur. Alors, une autre initiative d'envergure, je reprends les bonnes fiches dans le bon ordre, une autre initiative d'envergure pour l'économie wallonne, c'est la création d'un écosystème centré sur les clean tech. Un système qui intègre fortement les acteurs entrepreneuriaux, les investisseurs, les milieux académiques et les pouvoirs publics. Alors je vous invite à partir à la découverte des projets clean tech, plus particulièrement en Hainaut, et des projets qui sont spécifiquement axés sur la construction durable. Nous le découvrons avec ce reportage qui a été réalisé avec nos confrères de l'Université ouverte. Le projet CleanTech, il est né d'abord d'un master plan qui a été validé il y a maintenant un peu plus de 3 ans par la région wallonne et des instances locales. C'est un master plan qui vise à réhabiliter ce qu'on appelle la porte ouest de Charleroi, donc comme le nom l'indique, à l'ouest de Charleroi. C'est une ancienne friche industrielle de 110 hectares qui va être réhabilitée, qui va accueillir plusieurs zones, dont le district CleanTech. Le mot CleanTech est intéressant parce que c'est une grosse valise où on met beaucoup de mots dedans. L'avantage, c'est qu'il est reconnu partout dans le monde. Un projet CleanTech, ça peut être du high-tech ou du low-tech, mais qui œuvre en fait à la décarbonation des entreprises ou des activités d'une région et à l'émergence de produits d'économie circulaire. L'écosystème, il part de quoi? Il part notamment de 2 principes qui nous viennent du MIT. Le premier, c'est d'intégrer toujours 5 types d'acteurs dans vos projets. Donc, on a par exemple tout ce qui est la triple hélice classique, donc les acteurs du gouvernement, donc les acteurs publics. On a tout ce qui est des acteurs de recherche et de formation et des corporates. Le MIT vous dit quoi? Il vous dit qu'il vous manque 2 autres acteurs, les entrepreneurs, ceux qui prennent des risques, et le risque capital, donc le financement. On peut faire l'analogie avec l'écosystème vivant. Et donc l'écosystème vivant, il y a plusieurs espèces qui cohabitent ensemble et qui partagent des ressources naturelles. Eh ben, si on fait l'analogie dans un écosystème business, il faut ces 5 types d'acteurs parce qu'ils vont permettre d'accélérer en fait véritablement les projets. Souvent, on a une entreprise qui fait sa recherche, qui développe son projet et puis qui va plutôt tardivement en fait aller chercher du financement ou qui intègre des acteurs de financement à la fin. Or, si on les avait menés directement tous ensemble, en fait, on voit qu'il y a une co-construction de projet. Le deuxième principe du MIT, c'est de renforcer les capacités en termes d'innovation d'un territoire et en termes d'entrepreneuriat et surtout de mettre la connexion entre les deux. Et donc vraiment, c'est l'objectif du district CleanTech. L'objectif, c'est de développer en fait des projets, des pilotes industriels et de rénover en fait 2 bâtiments qui seront présents sur le site. Donc c'est ce qu'on appelle les vestiaires et la centrale. Ces 2 bâtiments, les vestiaires notamment, c'est le premier bâtiment dans lequel l'écosystème va venir s'insérer. Et une de nos thématiques, c'est la rénovation durable. Et donc évidemment, on voudrait que ces bâtiments soient rénovés de manière exemplaire et qu'on puisse venir démontrer aussi la technologie et démontrer aussi des changements de comportement en fait au sein de ces bâtiments. Un des premières choses qui nous avait été dites, c'est regardez ces terrains, ils étaient industriels. C'est en fait magique de pouvoir se dire qu'ils vont se réindustrialiser. Vous prenez l'analogie, on a une activité, un parc d'activités, on veut rassembler ces différentes entreprises autour du CleanTech et on a des infrastructures partagées qui sont les bâtiments et des laboratoires. Et donc l'ambition d'ici 2030-2035, c'est vraiment d'accueillir une centaine d'entreprises CleanTech. Quand on dit une entreprise, on parle vraiment d'activités industrielles ou pilotes industriels. En tout cas, on a réussi à fédérer
environ 85 membres aujourd'hui autour du district Cleantech, 85 membres fondateurs qui font tous partie de l'écosystème pour des raisons différentes, mais je crois que la raison principale, c'est une envie de changer, une envie de partager des expériences. On a construit une feuille de route en fait, constituée de 17 projets stratégiques que le district Cleantech soutient et coordonne. Et ces projets stratégiques, ils sont répartis en trois écosystèmes satellites. Donc ce qu'on appelle un écosystème autour de l'hydrogène et des carbone capture et utilisation, un écosystème autour de la rénovation durable, j'en ai déjà beaucoup parlé, un écosystème autour de l'agriculture urbaine et enfin tout ce qui est dépollution et brownfield en général. Chacun de ces écosystèmes ont son propre objectif, ont leur propre objectif et ont ce qu'on appelle un upscaling lab. Alors un upscaling lab c'est quoi? C'est un laboratoire de tests partagés qui vise en fait à rassembler les différents types d'acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure pour en fait accélérer l'industrialisation de ces projets. On sait que en région wallonne et en fait partout en Europe, l'industrialisation est la phase la plus risquée d'un projet. Donc on a beaucoup de beaux projets, etc. Mais dès qu'il faut passer à une échelle très très grande, c'est là où c'est plus compliqué. Les pilotes coûtent très cher, ça ne ramène pas beaucoup d'argent. Donc l'objectif avec ces infrastructures de test, c'est de permettre à des entreprises de la région wallonne et des territoires Carolo de venir se tester sur des nouvelles technologies et de potentiellement accélérer le déploiement de projets. En fait, on voit aussi l'intérêt, c'est de rassembler la chaîne de valeur et tous les chaînons manquants, en fait, entre guillemets. On sait que au niveau de la transition, une entreprise seule va pas y arriver. Et donc, on se rend compte que mettre différentes entreprises entre elles et essayer de construire, en fait, co-construire des projets en intégrant les différents acteurs de la chaîne, ça a une grande valeur. On prend par exemple le sujet de la circularité. Une entreprise comme Retrieval à Charleroi qui est fort présente fait partie de l'écosystème et il voit un intérêt clair pour pouvoir intégrer beaucoup plus de circularité dans tous les projets de rénovation. Le projet fédérateur au niveau de la rénovation et construction durable, c'est vraiment de massifier et d'accélérer la rénovation énergétique du bâti. À Charleroi, ce site a été générateur d'emplois, de création de valeur. Ça a été aussi un des sites les plus émetteurs en fait, de CO2. Donc, aller activer de l'industrie qui œuvre en fait à la décarbonation et à l'émergence de produits circulaires, d'économie circulaire. En fait, c'est effectivement assez rêvé. Quand on voit le potentiel aussi des terrains en Wallonie, des friches industrielles, c'est un atout majeur sur lequel la Wallonie doit se positionner en fait. Voilà, effectivement, merci Margot. Petite précision, puisque un petit problème technique nous a empêché de diffuser les slides sur les explications de nos invités. Ne vous inquiétez pas, on va les mettre dans le chat, comme ça vous pourrez effectivement consulter et faire correspondre les informations visuelles à ce qui a été dit sur le plateau. Et puis maintenant, si on parlait formation, soutenir les entreprises wallonnes dans le développement en apportant des solutions efficaces à leurs besoins en termes de formation, d'upskilling de compétences, en termes de main-d'œuvre. C'est la mission principale du Forum. Virginie Stévenard, pour le secteur de la construction, les formations du Forum, je suppose, évoluent aussi et s'adaptent aux défis de la transition énergétique. Oui, mais d'abord, je voudrais préciser que le Forum n'est pas le seul acteur de la formation qualifiante à être actif sur la construction. On a nos partenaires de l'IFAPME, de l'enseignement de promotion sociale et l'Interfédé avec les centres d'insertion socio-professionnelle. On a des offres qui sont complémentaires, en tout cas on essaye qu'elles le soient. Au niveau de l'IFAPME, ils proposent des formations de 1 an à 3 ans, donc qui sont plus longues, qui sont dispensées par des indépendants qui exercent toujours le métier. Donc c'est des personnes actives qui dispensent la formation. Et l'objectif des gens principalement qui viennent se former à l'IFAPME, c'est d'eux-mêmes devenir indépendants. Au niveau du Forum, on propose des formations qui vont de 1 jour à plusieurs mois en fonction du type d'objectif de la personne et du type du public. Donc on peut avoir des chercheurs d'emploi, des travailleurs, des professeurs et des élèves. Et donc l'objectif, c'est que les gens viennent se former pour maintenir leurs compétences quand c'est les travailleurs, voire les augmenter pour rester dans l'emploi. Et au niveau des demandeurs d'emploi et des élèves, c'est
acquérir les compétences suffisantes pour pouvoir s'insérer dans le métier et les secteurs. Et donc, les formations au Forem sont données aussi par d'anciens professionnels du métier. Donc, c'est du personnel Forem, mais qui a été recruté sur base de l'expérience professionnelle. Alors, les deux institutions, tant le Forem que l'IFAPME, visent à avoir des formations qui répondent aux besoins des entreprises. Donc, il faut qu'on fasse évoluer les formations en tenant compte des enjeux de la circularité, des nouveaux matériaux et de la digitalisation. Et donc, on fait augmenter les compétences données dans nos formations par rapport à ces points-là. Alors, on n'a pas une liste de formations qui sont exhaustives, évidemment, puisque les métiers évoluent vite. Construire des programmes de formation. Des nouvelles formations qui apparaissent au fur et à mesure de l'évolution des métiers. C'est ça. Par exemple, bientôt, on va avoir une formation d'inventoriste dans la construction, une formation de gestion des déchets de la déconstruction aussi. Donc, on essaye de répondre aux enjeux en augmentant notre offre de formation pour répondre aux besoins. C'est vraiment de l'adaptabilité. Oui, c'est ça. Tout à fait. Il y a aussi un travail de veille pour le futur qui est réalisé? Oui, donc on a 4 centres de compétences qui sont actifs sur les métiers au sens large de la construction et de l'environnement. Et une des missions principales des centres de compétences, c'est de veiller sur l'évolution des métiers avec les experts métiers qui sont au Forem. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir faire évoluer l'offre de formation en fonction de l'anticipation des besoins des entreprises. Alors, on sait que un des problèmes du secteur, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Comment le Forem ou l'IFAPME ou d'autres acteurs de la formation peuvent travailler pour susciter l'intérêt auprès des jeunes pour s'engager sur ces voies de formation? Oui, donc au niveau de la construction, c'est un des secteurs qui est le plus touché par la difficulté de recrutement, les pénuries de main-d'œuvre. Il y a 44 métiers sur la liste qui sort qui concerne la construction. Et donc le Forem, avec les partenaires sectoriels, mais aussi avec les partenaires de la formation et de l'enseignement, participe à la plateforme Je construis mon avenir qui a été montée par le secteur. La plateforme Nous construisons demain. Aussi, on a participé à une petite documentaire sur la RTBF, notamment sur les nouveaux bâtisseurs. On fait de la promotion sur les réseaux sociaux, mais aussi on essaye de donner envie aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, de venir vers les métiers de la construction en leur faisant faire des visites de centre, des visites de chantier, avec évidemment à chaque fois l'acteur sectoriel qui nous soutient et qui nous aide. Et on propose aussi aux personnes de venir tester les métiers, parce qu'on parle des métiers, mais sans avoir vraiment touché le métier, avoir fait quelques gestes de base. C'est plus difficile de s'imaginer, de se projeter dans le métier. Donc on leur propose de venir essayer les métiers pendant 1 semaine, parfois 2 semaines, pour pouvoir après s'inscrire dans un programme de formation plus long. Est-ce qu'une réponse à cette pénurie ne peut pas venir de la gente féminine? On sait qu'elle est sous-représentée aujourd'hui dans les métiers de la construction. Oui, donc dans le secteur, la Belgique est dans la moyenne européenne. On est plus ou moins à 11% de femmes dans le secteur. On est quand même loin derrière la Norvège qui est à 35%, mais voilà, on est dans la moyenne européenne. Alors nous, au niveau du Forem et aussi, je pense qu'au niveau de l'IFAPME, c'est identique. Il n'y a pas de frein à l'entrée en formation, quel que soit le sexe. Donc tout le monde a accès à l'offre de formation, pour autant qu'il ait un objectif d'insertion professionnelle derrière lié au métier ou un objectif de se maintenir dans l'emploi. Donc les ateliers sont prévus pour accueillir tant des hommes que des femmes. On a des vestiaires adaptés, etc. Et donc nous, on essaye de solliciter des stagiaires féminines pour venir en formation. Alors certaines formations, on les voit ici, sont plus prisées, on va dire, par les femmes. Après, c'est un peu plus des formations liées à des métiers de bureau. On a des dessinateurs de la construction, des dessinateurs BIM modeleurs, des peintres décorateurs, des chefs de chantier, carreleurs. Donc ça, c'est des métiers qui attirent. Il y a une évolution dans les formations proposées pour attirer ce public féminin?
Non, pas d'évolution en tant que telle, mais on promotionne avec le secteur et si on a possibilité de faire la promotion à l'aide de femmes qui sont elles-mêmes du métier, ça facilite aussi le fait d'attirer les gens dans ces formations. On fait des petites vidéos, on essaye d'avoir une parité. Parfois, ce sont des femmes qui promotionnent le métier de couvreur, parfois, ce sont des hommes. Et donc, on essaye de démultiplier, de montrer par des exemples que les métiers sont accessibles aux femmes. Madame McCarthy, vous précisiez hors antenne que effectivement, dans les projets dont vous nous parliez tout à l'heure, il y a aussi des programmes de formation. Oui, tout à fait. Vous avez vu l'interview de Margot pour le district Cleantech à Charleroi. Et donc, justement, on est partenaire aussi avec le Forum. Il y a l'IFAPME d'un projet qu'on appelle le Renolab, qui a vraiment pour vocation de lier en fait, le monde des startups avec la formation. Et donc, c'est à travers une ligne de production industrialisée de permettre à des startups de venir prototyper, etc., mais aussi à toutes des équipes de formation d'accueillir des stagiaires pour qu'ils travaillent directement sur une ligne tout à fait moderne, digitalisée, qu'ils sont susceptibles de rencontrer après dans leur carrière, quoi. Ce qui permet peut-être d'enchaîner ou se dire que pour attirer aussi les jeunes dans la formation, il faut aussi sensibiliser les entreprises pour qu'elles les prennent sur leurs ailes pour les prendre en stage. C'est un pan important qu'il faut développer aussi. Oui, je veux dire, pour attirer le personnel dans le secteur, on doit mettre tout le monde doit mettre sa force dedans, aussi bien les entreprises que les acteurs publics que les acteurs privés. Et donc, le fait que les entreprises soient accueillantes de stagiaires pour qu'ils puissent mettre en application ce qu'ils ont appris en centre est super importante parce qu'ils sont encore plus confrontés à la réalité. Et donc, on met aussi en place, et c'est un produit qui fonctionne assez bien, des coups de poing pénurie qui ont pour vocation de proposer des formations sur mesure aux entreprises par rapport à leurs besoins. Et donc, on construit le programme avec l'entreprise de la construction et l'entreprise, par après, s'engage à recruter les stagiaires. Donc, le fait qu'ils aient derrière un contrat à la clé, ça attire aussi les demandeurs d'emploi vers les formations et donc du personnel pour répondre aux pénuries. Alors, il y a le travail que fait le Forum, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont proposées par les pouvoirs publics dans cet effort au profit de la formation? Oui, donc la région wallonne a proposé plusieurs dispositifs pour inciter les personnes à venir en formation. Un des dispositifs concerne le fait de financer le permis de conduire pour les demandeurs d'emploi qui s'inscrivent dans une filière de formation qui mène au métier de la construction. La mobilité est un enjeu majeur dans le secteur. Il faut pouvoir se déplacer pour aller sur le chantier, etc. Et il devient de plus en plus difficile pour les publics d'acquérir ce permis de conduire. Donc on finance le permis de conduire et on les coach aussi pour leur donner des techniques d'apprentissage pour pouvoir réussir la partie théorique. Donc ça c'est ce qu'on appelle le Passport Drive. Oui, c'est ça, le Passport Drive. Et donc c'est un produit vraiment sur mesure qui a été proposé par la région wallonne. Et on a aussi ce qui se nomme des incitants financiers à la formation. On a l'incitant qui a été développé suite aux inondations de 2021, donc c'est la prime construction de 2 000 €, qui est accessible aux demandeurs d'emploi qui suivent une formation de plus de 4 mois pour des métiers en pénurie de la construction, de l'électricité et du bois. Et on a la prime 350 €, l'incitant en plus. Là, c'est pour les formations de plus courte durée, de minimum 4 semaines à temps plein, pour les métiers en pénurie ou fonctions critiques de la construction. Et idem, l'idée, c'est d'attirer les gens dans les formations. Après, nous, notre job aussi, au-delà des incitants, c'est de les soutenir pendant tout le parcours de formation pour qu'ils aillent au bout et qu'ils s'insèrent après dans les entreprises. Et puis, il y a les plus traditionnel chèque formation Oui. qu'on évoquait tout à l'heure. Ça, c'est plutôt au niveau des entreprises. Alors là, pour garantir le maintien en compétence de leurs travailleurs et donc pouvoir maintenir le personnel en place, le fait de pouvoir se former, ça fait partie aussi des incitants pour les travailleurs pour qu'ils restent dans le secteur, pour qu'ils restent dans les entreprises. Et surtout suivre l'évolution technologique, ouais. environnementale, enfin tout oui. ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est important effectivement de parfaire
ses compétences. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir retrouver dans le chat les liens vers les catalogues du Forem, des centres de compétences du Forem, de l'IFA-PME pour les différentes formations qu'elle propose. Eh bien, place aux questions de nos auditeurs pour clôturer ce webinaire. Une question d'abord pour Tara McCarthy. Y a-t-il de la place pour les entreprises wallonnes dans l'industrialisation de la construction et des rénovations ? Ah ben oui, c'est pour ça qu'on le fait, sinon on ne le ferait pas. Donc c'est vrai, oui, c'est une crainte parfois qu'on entend de certains représentants d'entreprises de dire oui mais si on va à l'industrialisation, et je vous disais il y a cette image où on ne voit alors plus que des usines, éventuellement avec plein de robots, et qu'en gros il n'y a plus de travailleurs. Et donc non, ce n'est pas du tout la manière dont c'est envisagé ici en Wallonie. Le but, comme je disais, c'est de retirer en fait du travail des entrepreneurs tout ce qui en fait eux leur pèse. Alors c'est vraiment au sens premier du mot, hein, donc puisqu'on parle de pénurie de main d'œuvre, mais c'est aussi la difficulté du travail hein, qui aujourd'hui est un obstacle majeur, je pense, pour les générations plus jeunes, mais aussi pour toutes ces tâches en fait qui leur fait perdre du temps, etc. Et donc oui, le but c'est vraiment par exemple de pouvoir imaginer une usine où vous faites des modules qui sont préfabriqués et où des entrepreneurs viennent en fait exercer leur métier à eux dans la finition du module, la pose d'équipements, etc. Et donc ça permet de travailler dans des conditions aussi qui sont un peu moins difficiles, à des horaires finalement entre guillemets de bureau. Ouais. Donc c'est aussi pour moi, je pense, une des voies de réponse à la pénurie de main-d'œuvre. Oui, bien sûr. Je peux rebondir là-dessus. En fait, la productivité dans le secteur de la construction n'évolue pas. Et donc, ce qu'évoque Tara, c'est vraiment un des leviers qu'on envisage et qu'on traite et qui est vraiment sur la table et qu'on essaie d'activer, c'est d'augmenter la productivité au travers notamment le fait de décharger une série de tâches et finalement de laisser le professionnel travailler là où il a sa plus-value la plus importante en fait. Et donc en effet le décharger de tout ce qui pollue finalement son métier et qui peut-être le décourage aussi à certains égards. Alors gardez la parole parce que la question suivante est pour vous. Magali Deprose, vous avez parlé donc des outils et supports que la région propose au secteur. À terme, ceux-ci deviendront-ils obligatoires ? Alors oui, donc comme dans ce que j'ai évoqué, il y a les clauses sociales qui sont déjà en fait obligatoires aujourd'hui, moyennant un certain volume de travaux, etc. C'est un dispositif qui est déjà assez ancien, de mémoire entre 8 à 10 ans déjà, c'est vraiment ancien et c'est soutenu aussi par le secteur. Il y a des services facilitateurs qui existent pour guider les entreprises, mais aussi les pouvoirs publics à activer ces clauses sociales dans les marchés de travaux. Donc ça, c'est déjà une réalité aujourd'hui et qui n'est pas tout à fait récente. Alors, au niveau des outils, j'ai parlé de Totem et de Gros. Totem, sur sa dimension, en fait, dimension environnementale versus performance énergétique des bâtiments, ça, c'est une réalité qui est toute proche pour nous d'un point de vue réglementaire, puisque la nouvelle directive PEB qui a été votée cette année par le Parlement européen exige en fait qu'on va devoir faire le bilan carbone des bâtiments et ce sera affiché dans les certificats PEB. Ça veut dire que voilà, la pratique des concepteurs de bâtiments va devoir aussi s'adapter. Alors, on n'amène jamais des outils comme ça, tout cuit dans les mains du secteur. On essaye toujours de les amener de manière, d'un point de vue sensibilisation, et puis d'embarquer aussi le secteur avec nous et de les impliquer, et ensuite d'arriver progressivement à un renforcement quelque part des exigences. Et c'est là aussi que les marchés publics sont intéressants, parce que dans un premier temps, ça peut être vraiment des espaces de tests où on peut vraiment viser une exemplarité très grande. Et voilà, après, ça permet d'embarquer le secteur et puis de pouvoir élargir les contraintes à l'ensemble des acteurs, en ce compris des acteurs privés. À leur échelle de performance CO2, pour l'instant, il n'y a pas de contrainte du tout qui est sur la table. Mais là, il faut reconnaître que la dimension
carbone, l'impact environnemental est de plus en plus présent et aussi contraint par les normes européennes, voilà, où les entreprises doivent aussi rendre des comptes. Le côté obligatoire risque d'arriver pour toute une série de métiers ou de développement de compétences en fonction des normes européennes qui seront appliquées. Tout à fait. Donc là, les entreprises sont bien conscientes de ça, ou en tout cas de plus en plus. Et donc, ces contraintes environnementales sont vraiment le driver de demain, en fait. Donc voilà, les outils qui sont déjà existants aujourd'hui vont être certainement amenés à se généraliser de manière très très large. Voilà. Dans le futur. Encore une question pour Tara McCarthy. On parlait tout à l'heure justement comment faire pour attirer les jeunes dans les métiers de la construction. Mais là, la question, elle est peut-être en amont. Qu'est-ce qui rebute les jeunes aujourd'hui à s'orienter vers les métiers de la construction ? En fait, c'est une très bonne question. Et moi, je suis un petit peu à la recherche de... je sais pas, d'études, de sondages ou quoi qui permettent de comprendre ça, parce que vous en avez donné aussi beaucoup d'illustrations, il y a énormément d'actions qui sont prises, que ce soit par le public ou privé, mais parfois j'ai l'impression qu'on oublie un peu qu'on s'adresse à des personnes qui ne sont plus dans les mêmes référentiels que nous. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on pouvait faire jusqu'à 20 ans, plus ou moins. Vous parlez du rapport au travail, du rapport au métier ? Oui, de beaucoup de choses. En fait, je crois que le monde a quand même beaucoup changé ici ces 10-20 dernières années. Et donc je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir ces jeunes autour de la table, en fait, avec aussi bien les acteurs du privé que du public. Et de là où je suis, moi, je ne vois pas qu'ils sont associés. Or, je pense que si on a 50 ans, on ne sait pas imaginer des solutions, en fait, sans les associer à l'élaboration de la solution. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui manque, mais je serais vraiment ravie d'avoir justement des informations. Et il faut les sensibiliser très tôt à ces métiers-là pour les attirer dès la primaire déjà, pour démystifier un peu et casser l'idée de filière de relégation. Ce sont des beaux métiers qui méritent d'être exercés, qui évoluent. On allège le travail avec des cobots, par exemple, etc. Donc, on travaille pour les enjeux environnementaux. Donc, il faut donner plus de sens aussi de ce pourquoi on fait les choses aux jeunes. Ils doivent voir, si on travaille là-dedans, ça va me permettre de travailler cet aspect-là pour maintenir un environnement durable, etc. Donc, il faut vraiment redonner du sens. Il faut leur expliquer que les métiers évoluent, que la lourdeur des métiers diminue. Donc voilà, il faut retravailler tout ça, mais très jeune. Ce sont des métiers qui débouchent sur de l'emploi. Oui, c'est clair. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans toutes les filières. Vous vouliez ajouter quelque chose avant de conclure ? Ici, on parle de la situation par rapport à une pénurie que l'on vit aujourd'hui. Mais si on se reporte aux objectifs de la région en termes de, Tara parlait de passer de 1 à 3% de rénovation, eh bien, dans les chiffrages, on a 36 000 emplois à créer juste en passant à ces 3%-là. Mais sans tenir compte du fait qu'on est déjà en pénurie aujourd'hui. Ça veut dire que si on n'arrive pas à relever ce challenge en termes de bras, pour réaliser les chantiers, on a beau faire tout ce que l'on veut pour activer la demande, pour inciter les ménages à rénover et à créer des filières. Si on n'a pas les personnes sur les chantiers pour les mettre en œuvre, on n'y arrivera juste pas. Donc c'est vraiment un triangle vertueux que l'on doit activer et qui est vraiment essentiel. L'appel est lancé. Vous êtes jeune, allez-y, foncez dans la construction. Et ça a du sens, c'est un métier qui a beaucoup de sens. Ça a du sens, effectivement, pour les climato, pas sceptiques, mais le contraire, c'est vraiment climato-actif, merci. Ça a vraiment du sens. Merci pour tous vos éclaircissements, merci d'avoir participé à ce dernier webinaire. Pour rappel, donc, ces 4 webinaires construction durable sont revisionnables sur la chaîne Forem de YouTube autant de fois que vous le voulez. Merci encore à nos 3 invités du jour. Et puis, avant de conclure et de mettre le générique de fin, je voudrais surtout remercier ceux qui ont travaillé à la réalisation et à la mise en image de ces 4 webinaires. Tout d'abord, le chef d'orchestre, David Pierroux, de Wallonie Compétences d'Avenir et du Forem, Aline Sonzo de Formanam, Rachel Navet, Christophe Boutz et Bernard Ruben pour Job at Skills, Christian Rosette et Lucie Face
pour l'Université ouverte et puis pour l'Eurométropolitan e-Campus, votre serviteur. Bonne journée, joyeuses fêtes et surtout construisez et rénovez durable.